Voyage en récit. François Sureau. Geoffroy Scrive. François Sureau, merci de me recevoir dans le cadre de cette émission de Voyage en récit pour la radio RCF en Finistère. Nous allons parler donc évidemment de vous, de votre œuvre. Vous êtes auteur, vous êtes membre de l'Académie française depuis 2020, vous êtes né en 1957. Vous avez été avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de 2014 à 2021. À l'Académie française, vous occupez le fauteuil numéroté 24, puisqu'ils sont numérotés. Le fauteuil de Max Gallo, votre prédécesseur. Vous avez été reçu le 3 mars 2022. On peut citer également que vous êtes officier de réserve avec le grade de colonel dans l'armée de terre. Vous êtes proche de la Légion étrangère et de l'EMA maintenant. Alors, je suis plus que proche puisque j'ai servi sous la grenade à cette flamme, mais en tout état de cause, c'est fini maintenant parce que j'ai été rejoint par la limite d'âge de mon grade et donc c'est fini, on m'a fendu l'oreille. Mais vous restez proche tout de même. Bien sûr, là, légionnaire un jour, légionnaire toujours. Comme dit à peu de choses près, Gabin dans Le Tatoué, ce chef-d'œuvre du cinéma. On va citer quelques ouvrages de votre plume. 1989, Garçon de quoi écrire, dialogue avec Jean d'Ormesson. Puis La chanson de Passavant en 2005, Sans bruit sans trace 2011, Je ne pense plus voyager en 2016. La même année, vous publiez La chanson de Passavant, 3e opus, Sur les bords de tout. Et L'or du temps, plus récemment, en 2020. On citera également L'obéissance en 2007, Inigo, un roman sur la vie de saint Ignace de Loyola en 2010, et un tout petit livre qui m'a marqué, Le chemin des morts, en 2013. Peut-être faut-il commencer par dire que nous allons avoir ici une conversation qui n'est pas un bavardage. C'est Elisabeth Barthes qui fait cette distinction en rappelant ici: l'absurdité de la guerre révèle l'absurdité non pas du monde en soi, mais de l'état actuel du monde. Passavant, puisque nous allons parler de Passavant des baleines, votre personnage l'a bien compris, lui qui défie le monde par le retrait, le silence et le rire. Quand le bavardage universel, symptôme le plus affligeant du renoncement à penser, recouvre tout, autant faire l'idiot. Comment vous rejoignent ces lignes d'Elisabeth Barthes par rapport à ce personnage de Passavant des baleines ? Oui, je suis peut-être moins pessimiste qu'elle sur la possibilité du bavardage universel, qui est très répandu de nos jours, à tout recouvrir. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment où il faut se situer dans le camp de ceux qui pensent que, d'une certaine manière, le bien est susceptible de triompher, alors même qu'il serait moins visible que le mal, et ceux qui pensent l'inverse. Si on pense que le bien est susceptible de triompher, on peut essayer de vivre, en effet, à l'écart du bavardage, en se gardant du pessimisme qui veut que le bavardage, c'est-à-dire le mal, le néant en quelque sorte, recouvre la totalité de notre existence terrestre. Mais je comprends très bien ce qu'elle veut dire. Et en tout cas, la figure dont elle parle, qui est celle de Passavant, qui est une espèce de double, si je puis dire, de moi-même, qui est le personnage central de mes livres de poésie. Le personnage de Passavant est là comme un personnage qui, par le mélange de l'engagement et du retrait, parce que ce sont ces deux caractéristiques. En fait, Passavant est un homme d'action, mais qui est en même temps, qui donne l'impression d'être tout à fait retiré moralement. C'est une sorte d'anti-Moravagine de Sandrard, si je puis dire. Passavant est à la fois immergé dans le monde et, sinon, juge du monde, du moins un élément qui permette de considérer le monde d'une autre manière quand on lit le récit de ses aventures. Alors revenons peut-être à ce qu'elle en dit, justement. Nous sommes dans ce livre intitulé « À la recherche du royaume de la beauté et de la vérité » aux éditions Ovadia, dans le chapitre intitulé tout simplement « La chanson de Passavant et Sans bruit sans trace » de François Sureau. Ces deux livres de François Sureau, La chanson de Passavant en 2005 et Sans bruit sans trace en 2011, n'en forment en réalité qu'un seul, qu'ils aient été écrits à 6 ans d'intervalle, temps nécessaire à la gestation et à l'écriture de 2 autres livres, tout aussi surprenants que furent L'obéissance et Inigo. Ces 2 livres, donc, sous l'apparence de recueils poétiques, se rattachent au genre romanesque, puisqu'ils racontent l'histoire d'un personnage aussi fictif qu'Inigo était historique. Le lieutenant de vaisseau Passavant des baleines. Par sa forme musicale, une suite de poèmes en vers ou en prose, le récit des aventures de Passavant emprunte l'allure d'une légende des temps modernes dans le sillage du crabe-tambour de Pierre Schoendoerfer. Les coïncidences entre les 2 œuvres sont multiples. Lieutenant de vaisseau, héros sans gloire qui se sont battus pour des causes perdues ou incertaines, de la race des seigneurs ignorés de l'histoire, Wilsdorf et Passavant n'ont laissé d'autres traces que leur légende,
comme il en est toujours des héros et des saints. Alors, j'ai toujours surpris, enfin j'étais surpris d'ailleurs en le lisant, surpris et reconnaissant de ces pages d'Elisabeth Barr. Je vais les compléter en disant ce qui les sépare d'une certaine manière, les uns et les autres. D'abord, au fond, les personnages de Schoendorfer, moi j'ai beaucoup aimé Schoendorfer, que j'ai un peu connu. Les personnages de Schoendorfer sont quand même décalqués de personnages réels qui ont réellement souffert de leur engagement et des conséquences de leur engagement. Par exemple, tout le monde sait que le lieutenant de vaisseau Wilsdorf du Krapp-Tambour est en fait un décalque, si on peut employer ce terme pour parler d'un personnage de fiction, un décalque du lieutenant de vaisseau Guillaume, et que les relations qui l'unissent dans le livre et dans le film d'ailleurs, le caractère de l'amiral est interprété du capitaine de vaisseau qui devient amiral est interprété par Jean Rochefort. Les relations qui l'unissent à cet officier supérieur, qui est en fait l'amiral Kerville, qui commandait au moment des affaires d'Algérie la base d'Oran, sont des relations marquées par quand même une douleur de l'interaction humaine, question de la parole donnée, de l'honneur, au cours d'une période particulièrement tragique de notre histoire. Donc le personnage de Schoendorfer est quand même assez ancré dans le réel. Alors le mien est tout à fait différent. Il est différent à un double titre. D'abord, Ce Passe-Avant est une création collective. C'est une création familiale. En famille, quand les enfants étaient jeunes, on avait l'habitude d'inventer des personnages ensemble. Nous avons inventé ainsi un mystérieux personnage russe, plus ou moins un espion, qui s'appelait Simionov. L'idée d'ailleurs la présence à l'époque sur les écrans d'un syndicaliste de l'époque qui s'appelait Blondel nous avait permis d'inventer collectivement le Feldmarschall von Blondel, qui était un personnage tout à fait étrange du XVIIIe siècle germanique. Bon. Et puis Passe-Avant, c'est pareil. Passe-Avant, un jour, on s'est tous mis à délirer, mes 3 enfants, ma femme et moi, sur le héros idéal, et le nom a jailli de Passe-Avant des baleines, ce qui nous paraissait quand même... Voilà. Alors après, sur ce Passe-Avant des baleines, nous avons collectivement essayé de lui donner une existence. Et comme à l'époque, j'étais employé par le commandement des opérations spéciales, j'en ai fait un personnage du commandement des opérations spéciales. C'est un lieutenant de vaisseau, donc c'est un marin, avec 3 galons, ce qu'on appelle dans l'armée de terre un capitaine, et qui parcourt le monde et que dans la marine on appelle commandant, naturellement, enfin, oui, pour peu qu'il commande. Bon, bien sûr. Naturellement. Ce sont les lieutenants qui sont des capitaines qu'on appelle commandants. Voilà. Et donc ce Passe-Avant, qui doit être, c'est jamais dit dans le livre, mais qui doit être membre d'un des commandos Hubert, Pinfintegno ou je ne sais quoi, passe sa vie à travers le monde à accomplir des missions bizarres. On ne sait pas d'ailleurs au service de qui il travaille, on est sûr que c'est des services français. J'ai mêlé à sa vie des épisodes de camarades à moi de ce monde-là, et dont il m'était évidemment impossible de parler. J'ai mêlé aussi, donc sur cette création familiale, j'y ai incorporé des éléments de vie personnelle, de mes pérégrinations dans différents endroits du globe sous l'uniforme, dont il aurait été assez malvenu pour certaines d'entre elles que j'en parle de manière même romanesque, même déguisée, parce que je fais partie de la génération qui pense que ça ne se fait pas. En revanche, donner l'impression de ce qui se passe dans ces endroits, dans ces moments dangereux, sous une forme lyrique, et non pas romanesque, me paraissait assez amusant. Et évidemment, ce Passe-Avant qui est mon double, en même temps que la figure de certains de mes amis, c'est aussi, non pas le récit de la vie que j'aurais eue, mais le récit d'une vie rêvée, qui se compare avantageusement à la monotonie du quotidien. C'est comme ça qu'il est né. Donc il est quand même né comme un personnage de fiction. Et puis aussi, c'était une manière de payer ma dette à un genre de poésie qui m'a fasciné depuis très très longtemps. C'est une poésie, ouverte à l'égard des caractéristiques du monde moderne. Oui. J'aime beaucoup Apollinaire parce que il n'hésite pas à parler de la rue Aumont-Thiérache et de Passy à son époque. J'aime beaucoup Sandrard parce que rien de ce qui est de l'industrie ou des voyages en paquebot ne lui est étranger, et qu'il en parle de manière absolument directe, les incorporant au récit poétique. Et c'est une chose que j'aime beaucoup, et c'est une chose que je voulais absolument faire comme un hommage à ceux que j'avais aimés, Sandrard et Apollinaire. Et c'est pour ça que de manière un peu drôlatique et souvent absurde, on y trouve à la fois le récit des récits dérivés de la poche de Bihac en Yougoslavie,
mais aussi de restaurants bizarres où il y a au mur des photos d'Édouard Balladur, de la destinée de Jean-Marie Messier, des amours de François Hollande et Ségolène Royal, tout ça sous une forme lyrique et j'espère un peu drôlatique. Oui, on sent que vous vous amusez. Je vais revenir sur la géographie, puisque vous en avez parlé. Effectivement, on voyage beaucoup en suivant le lieutenant de vaisseau Passavant les Baleines. Il y a notamment les Kerguelen, on peut revenir à l'abbaye de Kergonan, il y a Djibouti, il y a un passage en Irak, il y a aussi beaucoup de pays en Afrique. Il y a même un peu d'Afghanistan. Voilà, j'en ai écrit pas mal en revenant d'Afghanistan. C'est une manière de revivre ce que vous avez pu voir, vivre ou subir dans ces destinations-là. Oui, une manière de le filtrer en quelque sorte, c'est d'essayer de voir ce qui en reste et qui pour moi a toujours eu trait non pas à des données géopolitiques ou à des idées politiques, mais plutôt à la simple expérience humaine de l'exécutant, qui est une chose à quoi je suis extrêmement attaché, enfin de rester attaché rester fidèle à ce monde-là qui est celui de l'exécutant. Et le Finistère ? Alors le Finistère... Parce qu'on on entend parler de Notre-Dame des Monts d'Arrêt. Voilà, je pensais forcément à la chapelle de Saint-Michel de Brasparts. Exactement. Alors le Finistère, le Finistère a été le début de mes voyages. Il n'est pas besoin d'aller très loin pour voyager profondément. Il suffit d'aller au Conquet. Voilà, on peut aller bien sûr. Alors j'ai découvert le Finistère de manière extrêmement étrange d'ailleurs, parce que il y a plusieurs manières de rentrer dans un endroit, et je suis resté très attaché à la Bretagne pour ces raisons, parce que j'y suis rentré de manière bizarre. Bon. Ma première rencontre avec la Bretagne, ma première rencontre réelle avec la Bretagne, j'oublie 5 quand j'étais enfant, encore que ça ressemble un peu au château d'un beau ténébreux, vous voyez, donc ça produit des impressions sur une imagination d'enfant. Mais mon premier contact avec la Bretagne a été un contact avec une Bretagne d'une particulière âpreté, puisqu'il s'agissait d'un stage commando au centre d'entraînement commando de Kellern, qui est en face de l'île Longue, vous voyez. Je le vois tout à fait. Voilà. Et donc, c'était quand même une Bretagne un peu spéciale, une Bretagne un tout petit peu hors sol, compte tenu des exercices qu'on était censé y faire. Et puis après, dans un deuxième temps, il y a eu les marches à la boussole, ou plutôt c'était légèrement avant d'ailleurs, mais ça n'a aucune importance, mais il y a eu les marches à la boussole dans la forêt de Pimpon, entre Guerre et, je me souviens plus des noms d'ailleurs, enfin tout ce qui est à proximité du camp militaire de Coët-Quidan. Bien sûr. Oui. Voilà, où je me perdais régulièrement, étant très très mauvais en topographie, mais comme au même moment je lisais un livre qui n'a jamais cessé de m'accompagner, qui est un ensemble de livres, qui est ce qu'on appelle la matière de Bretagne, la légende du Graal, évidemment, tout en me perdant et en souffrant sous mon poncho, parce qu'il pleut quand même sévèrement souvent dans la forêt de Pimpon, eh bien j'essayais d'imaginer la prison d'air où Merlin se trouve enfermé, le rocher, enfin toutes ces choses. Et donc tout au début de mon existence, le Finistère m'est apparu comme véritablement une terre de voyage et de légende. Et puis après, j'ai eu la mauvaise idée de rentrer dans l'administration, activité pour laquelle j'étais aucunement fait. Et la première chose qu'on m'a envoyé faire, c'est de faire un stage en préfecture à Quimper, dans le Finistère. Et donc, j'ai passé 1 an à Quimper, et au cours de cette année, j'ai eu l'occasion d'explorer la Bretagne. Je pense que ça n'est plus tout à fait la même Bretagne que maintenant, encore que peut-être qu'elle n'a pas tant changé que ça, mais j'en ai gardé un souvenir ébloui. C'était à l'époque de la tentative de construction de la centrale nucléaire de Plogoff. Je vous en parle parce que toutes ces choses-là sont des choses qui, chez moi, nourrissent la poésie, en tout cas la tentative d'écrire un récit poétique. Et j'y suis revenu à plusieurs reprises, mais plutôt dans des choses en prose, et puis dans l'ordre du temps, et puis dans 1 ou 2 moments, d'ailleurs dans le 3e de Passavant, qui doit s'appeler Sur les bords de tout. Je pense que j'y reviens. Enfin, ça m'avait beaucoup... Plogoff m'avait beaucoup frappé. Je me souviens d'une scène qui pour moi a été éminemment bretonne et qui est passavantesque. Au moment de Plogoff, le gouvernement avait décidé de construire cette centrale nucléaire sur la pointe du Raz, ce qui est quand même une idée spéciale. Et donc des manifestants venus de toute l'Europe et de la France, manifestaient pour protester. Mais moi j'étais du côté des forces de l'ordre, alors que mentalement j'aurais plutôt été du côté d'en face. Mais enfin, j'étais du côté des forces de l'ordre, vu que je travaillais à la préfecture et que je m'occupais d'assister le directeur de cabinet de l'époque, un homme extrêmement remarquable, qui a été ensuite un très grand directeur de la pénitentiaire, qui s'appelle Bernard Prévost, un ancien de la Légion étrangère. Et c'est lui qui faisait le maintien de l'ordre, en réalité. Il était directeur du cabinet du préfet, il faisait le maintien de l'ordre, et moi j'étais en quelque sorte son adjoint, et on s'occupait du maintien de l'ordre ensemble. Et je me souviens de cette scène absolument fantastique où
Ça commençait à chauffer quand même sévèrement sur la pointe du Raz. Et là, on donne l'ordre aux gendarmes mobiles de charger la foule. Dans la foule, il y avait un nombre respectable de Bretonnes en coiffe. C'était quand même une époque un peu différente. Hein. Et donc, bon, les gendarmes mobiles s'ébranlent du pas lourd. Ce ne sont pas les mêmes qui jettent des boules de pétanque en plein Paris. Hein. Non, c'est pas le même genre. Et d'ailleurs, les gendarmes mobiles s'ébranlent. Et puis nous, on voit ça d'assez loin. Vous savez, un peu comme Wellington à Waterloo avec sa lunette. Donc on voit s'ébranler les gars, là. Et puis à un moment, il y a flottement chez les gendarmes mobiles. Ce qui me paraît quand même assez... Le gendarme mobile ne flotte pas. En général. Et on voit un lieutenant-colonel qui revient et qui dit au patron du groupement de gendarmerie départementale qui était là, écoutez, on est un peu emmerdé, mon colonel, on pense qu'on ne va pas charger quand même. Alors, comment ça vous n'avez pas chargé? Alors, on s'approche un peu et en fait, les rangs des chevelus s'étaient écartés. Oui. Et au milieu des chevelus, qu'est-ce qu'il y avait? 2 vieux quartiers-maîtres avec le perchoir et la croix de guerre, tenant le drapeau des forces navales françaises libres. Ah oui. Et le gendarme mobile, si je puis dire, dit non, écoutez, moi je veux bien, je fais tout ce qu'on me demande, mais je ne charge pas le drapeau des forces navales françaises libres. Et l'affaire s'est terminée comme ça. Et j'ai trouvé ça d'une infinie poésie, si vous voulez. L'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit un certain nombre de livres, et notamment Passe Avant, c'est à propos de moments comme ça, pour en faire jaillir, si vous voulez, la substance. Poésie de là où on s'y attend le moins. Exactement. D'ailleurs, on ne s'attend pas à trouver un incipit de la chanson de Passe Avant, le premier opus, mais j'objecte à être tué en temps de guerre d'un certain Jacques Vacher. Ah, nous plongeons en plein dadaïsme d'un coup. Ah, on plonge dans on lit ensuite Arthur Cravant, il manque plus que Jacques Rigaud. Oui, j'aime moins Rigaud. J'ai toujours trouvé... j'ai une passion pour Cravant et pour Vacher, naturellement. C'est le moment de dire, d'ailleurs, puisqu'on a évoqué Apollinaire et Sandrard, que le surréalisme est certainement le mouvement littéraire qui aura eu sur moi le plus d'effet depuis très jeune, parce qu'il manifestait de manière littéraire, bien sûr, bien qu'ils s'en défendent, parce que ça prétendait ne pas être un mouvement artistique, mais il manifestait de manière littéraire cette idée que j'ai toujours ressentie depuis l'enfance, que ce monde-ci n'était que la version imparfaite d'un autre, et que pour peu qu'on s'y prenne bien, on pouvait écarter le voile et voir autre chose. Il y a 40 000 manières d'écarter le voile, par le mysticisme, l'ascétisme, la religion même, quand elle est bien pratiquée, mais en tout cas les surréalistes qui ne participaient pas de cette idée avaient quand même cette conscience extraordinairement aiguë qu'il existe un voile et qu'on peut l'écarter par les rapprochements inopinés, par l'automatisme, par le culte d'une sorte de poésie étrange du monde, jointe à un refus de ce que le monde a de prosaïque. C'est le célèbre « tout porte à croire qu'il existe un point où ceci et cela cesse d'être perçu contradictoirement », enfin quelque chose un refus du prosaïque, un refus aussi de la littérature. Breton disait, je pense que contrairement à d'autres, il pensait à Mauriac en particulier, je ne suis pas de ceux qu'on prendra au sens où on prendra en défaut, et qu'on prendra la plume à la main à son heure dernière. Tout ça, je l'aimais beaucoup, cet absolu rimbaldien qu'on trouve chez Vacher, qu'on trouve chez Cravant. Les lettres de guerre de Vacher sont un chef-d'œuvre, et évidemment la destinée de Cravant a de quoi faire rêver. Donc c'est l'autre comment dire affluent de Passe Avant, à part Apollinaire et Sandrard, qui est cette espèce de refus ou d'écart radical que relève Elisabeth Barr à sa manière. Oui. Et les deux vont ensemble, c'est-à-dire que il y a un refus, le refus de Cravant, le refus de Vacher, un refus du monde qui est aussi radical que celui qu'on trouve chez le grand Arsène dans les apophthegmes des Pères du désert. Oui. C'est la même chose. Et d'un autre côté, quelque chose qui est un autre courant, en tout cas de ce que je ressens intérieurement, qui est, au fond, l'acceptation du monde. Elle a été celle de Sandrard, malgré la guerre de 14 et la main coupée. Elle a été celle d'Apollinaire, malgré tout. Et ce mélange du refus et de l'acceptation est quelque chose qui a un effet puissant sur mon esprit. Dans un très beau texte consacré à Ernst Jünger, Julien Gracq oppose les figures de Sartre et de Jünger. Oui. Les figures de l'acceptation, Jünger, et la figure du refus. J'ai toujours été, si je puis dire, tenté par le mélange des deux. Voilà. Puisque vous parlez de Jünger, nous sommes dans Sans bruit, sans trace. Puisque cette émission est d'abord littéraire et notamment consacrée à la poésie, je vais lire quelques vers dans Bruno de Cologne. Vous écrivez «
Chaque jour, il reçoit des signes qui lui font murmurer les mots « Ô ma bonté ». Un fer mal posé, un oiseau décrivant de grands ovales, un morceau de glacier. C'est Dieu lui-même qui coupe, émonde et sarcle, et dans le silence même, le souffle muet où vit celui qui toujours surprend. Il entend plus qu'un serment, plus qu'une promesse d'amour, et de ce qu'il entend, il ne peut rien dire. Alors, il coupe du bois, se fait une chapelle et des cellules pour ses frères et des plumes à copier. L'oiseau qui les suivait à présent sur un tronc chante l'éternité. Alors je reviens sur ce Dieu qui coupe du bois, me fait penser à un extrait du journal de Junger, et je reviendrai sur la partie spirituelle après, si vous le permettez, François Sureau. Nous sommes donc dans le journal quotidien que tenait Ernst Junger, il écrit « Ce matin en forêt, pour abattre du bois. Je m'y suis pris trop tard dans l'année, les bouleaux saignaient abondamment, travail fatigant. Je me suis dit, au fond, tu aurais pu envoyer quelqu'un d'autre en le payant. Pendant ce temps, tu aurais pu gagner chez toi et confortablement plusieurs fois ce que tu perdais ainsi. Réplique. Oui, mais tu ne te serais pas mis en sueur. Bien. Car dans notre monde, il n'est rien de plus inadmissible que de comparer deux activités en prenant l'argent pour critère. Nous tombons alors au niveau du time is money, cette devise qui est aux antipodes de la dignité humaine. Au contraire, il y a de la vérité dans la réflexion de Théophraste. Citation, « Le temps est une dépense précieuse. Tout travail comporte quelque chose qui ne peut se payer et donne une satisfaction qui se suffit à elle-même. C'est sur ce principe que se fonde l'économie véritable du monde, l'équilibre en profondeur du gain et de la dépense, le bénéfice assuré. S'il en était autrement, le paysan devrait se mettre sous la dépendance du cours de la bourse et non de la terre, du soleil et du vent. L'auteur devrait étudier l'humeur changeante des masses, et adapter son œuvre au lieu commun reçu. Les fleurs disparaîtraient des jardins et le superflu de la vie. Il n'y aurait plus ni haies, ni bosquets d'agréments, ni ruisseaux serpentants, ni espace vide entre deux champs. Le travail devient sacré par ce qui en lui ne peut être payé. Né de cette part divine, bonheur et santé se déversent sur les hommes. On pourrait dire que la valeur du travail se mesure à la part d'amour qui s'y dissimule. Alors je me suis demandé si justement cet extrait et cette invitation que nous donne Ernst Junger ne rentre pas en adéquation avec ce que vous cherchez à nous offrir, je prends ce terme-là, dans Sans bruit sans trace, sur les bords de tout, et par toute cette histoire de Passavant. Alors c'est le cas sur la partie intérieure, si je puis dire, de Passavant. Et dans le passage que vous avez cité, il y a plusieurs choses qui coïncident effectivement avec ce qu'en dit Junger, plusieurs choses différentes. Il y a d'abord le rapport, en effet, de l'activité et du perfectionnement spirituel, qui est quelque chose de très propre à l'exercice monastique. D'abord parce que la plupart des auteurs monastiques expliquent qu'on ne peut pas garder un arc tendu tout le temps et qu'il faut bien le détendre, et que ça sert à ça. C'est pour ça qu'au rez-de-chaussée d'un ermitage de Chartreux, il y a essentiellement un petit atelier où on s'occupe à scier du bois. Il y a ensuite quelque chose de plus métaphorique qui m'est toujours apparu très très prenant, et qui est cette idée que cette activité a à voir avec l'activité de l'écrivain. Au fond, pour moi, la littérature ne consiste pas à produire des œuvres immortelles, puisque rien n'est assuré de l'immortalité, mais plutôt à servir d'instrument dans la recherche de quelque chose qui toujours se dérobe, ce qui fait que l'activité de l'écrivain ressemble à l'activité de quelqu'un qui passerait un rabot sur une planche, les œuvres étant assimilables aux copeaux qui tombent de la planche dans cette activité. Et j'ai toujours pensé, quand je pense à ça, à cette phrase extraordinaire de Jean Grosjean, que j'aime énormément, dans l'Ironie christique, qui est un magnifique commentaire de l'évangile de Jean, qui est très drôle en plus, où il y a cette phrase extraordinaire, « Le Père a de quoi s'étonner quand son verbe scie du bois à Nazareth. » J'adore cette idée du Père qui s'étonne parce que son verbe scie du bois à Nazareth. Ça me paraît, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'évoque, c'est dans ce texte, c'est le rapport particulier à la nature, dès lors qu'on a quelque chose à y faire. Par exemple, s'il y a du bois, ou pour une activité commune à Junger ou à Nabokov, chasser les insectes ou les papillons, c'est-à-dire la chasse subtile, avoir une porte d'entrée dans la nature qui ne soit pas une porte d'entrée touristique. Et là, en effet, on est susceptible d'être bénéficiaire du sortilège que j'évoque brièvement dans un de ces vers là, qui est le sortilège du bénédictin d'Esterbach, qui est devenu immortel parce qu'il a entendu dans la forêt chanter un oiseau dans lequel s'était incarnée l'éternité. Ce qui est quand même un thème
un thème tout à fait fascinant. Voilà. Et puis il y a derrière tout ça aussi le silence. C'est-à-dire que Passavant, la série des Passavants, c'est une série binaire où d'un autre côté il y a tout le tumulte du monde, de la guerre, des départs, des voyages, des bruits et du bavardage, comme dirait Elisabeth Barr. Et puis il y a aussi cette idée d'un silence qui ne serait pas simplement l'absence de bruit, et qui est, à proprement parler, le silence de Dieu, qui est un langage comme un autre. Il y a un très beau texte de Saint Jean de la Croix qui a été très bien commenté par Rémi Braque dans Du Dieu des chrétiens et de quelques autres. Il dit au fond la caractéristique du message chrétien, c'est le silence de Dieu. C'est-à-dire le fait que Dieu, d'une certaine manière, a prononcé, en nous présentant son Fils et en nous demandant de suivre son exemple, la parole la plus décisive, et qu'après cela, aucune parole n'est plus nécessaire. C'est-à-dire la méditation de la destinée terrestre du Maître de Nazareth comme l'introduction au mystère du silence de Dieu. Ça me paraît extrêmement prenant. Ça me rend très hostile d'ailleurs à cette idée absurde des trois religions du livre, etc. La religion chrétienne, en tout cas, je ne suis pas compétent pour parler des autres, mais n'est pas une religion du livre, c'est une religion de l'existence. Et c'est une religion de l'existence dont on témoigne. Ce n'est pas la religion d'un texte. Quand Claudel traduit les psaumes, magnifique traduction poétique des psaumes, il dit à un moment d'ailleurs, parce que je n'ai pas connu la littérature, j'entrerai dans les puissances du Seigneur. Et ce qui fait que le silence des monastères en particulier, le silence de la Chartreuse, est quelque chose qui est une parole et qui vaut d'être entendu comme tel. Ce qui personnellement d'ailleurs m'a toujours rendu extrêmement réticent aux exercices de ventriloquie par lesquels les clercs prétendent assez souvent parler à la place de Dieu. Je ne peux pas voir une encyclique sans frémir. Cette idée, au début de l'histoire de la philosophie, la grande histoire de la philosophie, Jaspers parle de Saint-Augustin. Et il dit « Je déteste cette prétention qu'ont certains hommes d'en instruire d'autres au sujet de Dieu. Oui. » Et cette phrase m'est toujours apparue tout à fait juste. Et devant être médité en contrepoint avec ce qui se passe dans le silence. Lorsqu'on fait effort pour se taire et pour laisser Dieu parler directement, au lieu d'imaginer ce qu'il dirait s'il désirait nous parler avec une voix humaine. Voilà. Vous l'évoquez, hein, encore dans Sans bruit, sans trace, justement, c'est le cas de le dire, sans bruit. Nous sommes dans le poème La vie de château. Derrière moi les briques du vieux port de Moka, et Rimbaud l'angélique qui me parle tout bas. Ô Dieu, en toutes choses, conduis-moi dans tes pas, le passé qui repose reste sourd à ma voix. Alors, déjà, vous invoquez souvent Rimbaud, et ensuite, que représente justement dans votre vie, que représente pour vous la prière aujourd'hui ? Peut-être même ici, à Paris, dans ce tumulte de cette ville. Un recueillement et un ressourcement ? C'est très difficile à dire. En fait, je pense que, pour tout vous dire, je ne vais pas y répondre, parce que je pense très profondément qu'on ne devrait pas en parler. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup qui est Patrick Livermore, vous savez, l'écrivain voyageur anglais, qui a écrit un livre splendide que je recommande à tous nos auditeurs, qui est un livre qui s'appelle « Un temps pour se taire »,« A Time to Keep Silence », qui a été magnifiquement traduit par Guillaume Villeneuve. Livermore, après avoir écrit ce chef-d'œuvre en 3 volumes qu'est Le Temps des offrandes, récit d'une traversée à pied, quand il avait 20 ans, de Londres à Constantinople, et être devenu pendant la guerre un héros anglais, réalisant l'enlèvement du général allemand commandant la forteresse de Crète, tout seul avec une dizaine de Crétois à la barbe d'une garnison de 60 000 personnes, enfin quelque chose les canons de Navarone au cube, et venu vivre en France où, après la guerre, sa vie n'était pas nécessairement très heureuse. On lui a recommandé de faire une retraite à Saint-Vendry. Et donc il va à Saint-Vendry, c'est un agnostique complet, il décrit ce qui se passe quand il est affronté au silence monastique. D'abord une dépression profonde, parce que comme si on avait coupé tout cet accessoire de divertissement qui nous fait vivre. Voilà, et que se passe-t-il quand on a coupé tous ces accessoires ? Il se passe qu'on est très très triste, puisque précisément on cultivait ce divertissement pour ne pas l'être. Et puis dans un deuxième temps, à cette tristesse succède un élément de plénitude auquel il ne s'était pas du tout attendu, et qui va à l'inverse lui rendre le retour dans la vie séculière
extrêmement difficile. C'est d'autant plus significatif que, encore une fois, c'est pas un livre pieux, le moins du monde, et d'ailleurs, Livermore, qui explique qu'il aime les moines parce qu'ils réduisent, dit-il, le découvert moral de l'humanité, n'est pas devenu croyant pour autant. Bon, il est rentré agnostique, il est sorti agnostique, mais il a bien vu ça. Dans ces passages-là, il raconte qu'il discute avec un ou deux moines, au bout de quelques semaines, hein, et l'un des moines lui dit, il lui demande, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici ? Alors le moine lui répond de manière assez classique qu'il a répondu à un appel intérieur, etc. Mais comme c'est absolument pas transmissible, on ne peut pas communiquer l'intensité de ce sentiment. Et puis au bout d'un moment, comme s'il s'agaçait, il lui dit « Avez-vous déjà été amoureux ?» Alors Livermore lui répond « Oui ». Et il lui répond « Eh bien c'est tout, c'est exactement pareil ». Et la conversation s'arrête là. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'on ne peut pas plus parler de sa propre prière qu'on ne pourrait parler de ses relations avec une personne qu'on aime. On aurait un sentiment d'absurdité, d'indiscrétion peut-être. En plus, je dois dire que je dois confesser une véritable horreur de l'apologétique. Cette impression que parfois donnent les croyants que, en fait, ils sont bénéficiaires d'un trésor et que généreusement, ils invitent les uns et les autres à y participer et à les rejoindre dans cette espèce de paradis sur terre, qui n'en est pas un d'ailleurs. Et c'est une chose que je n'aime pas du tout, parce que je trouve ça presque blasphématoire. En réalité, comment dire, Dieu est susceptible de s'adresser à chacun selon des modalités propres, extraordinairement mystérieuses et indescriptibles par celui qui en fait l'objet. Et c'est la raison pour laquelle, tout compte fait, il vaut mieux ne pas en parler. Et pourtant, il y a l'envoi des disciples en mission, de toutes les nations faites des disciples. Oui. Mais comment alors, cela se rend-il en adéquation ? Oui, comment dire, ma méfiance est grande. Je sais bien qu'il faut la manière de, pour moi en tout cas, mais je suis vraiment pas un maître spirituel. Pour moi, la manière de faire des disciples n'est pas de prêcher un dogme. La manière de faire des disciples consiste en deux choses différentes. La première, c'est que un certain type de comportement doit donner aux gens l'impression qu'il existe une issue à un monde qui, sans cela, n'en comporterait pas. Et c'est là où c'est extrêmement difficile, parce que comme le comportement de toute personne, et en particulier de tout chrétien, est nécessairement en dessous, en permanence, de ce qui lui est demandé d'être, il est extrêmement difficile d'avoir même l'illusion que ce comportement pourrait changer quoi que ce soit. Comme toujours, l'évangile est assez contradictoire sur ce point, parce que aller et de toutes les nations faites des disciples se lie en parallèle à « vous êtes des serviteurs inutiles ». C'est-à-dire que c'est pas vous qui avez fait quoi que ce soit. Cet interstice entre les deux est quand même quelque chose d'assez spécial, si vous voulez. Alors, deux types de personnages me viennent à vous entendre. Le premier, je reste ancré dans cette poésie de Passavant, lieutenant de vaisseau, Patrocle Passavant des baleines, parce qu'on fait quand même beaucoup de rencontres. Alors, si je vous dis des rencontres politiques, on va citer les noms qu'on peut voir dedans, Berlusconi, Sarkozy, Valls, Guéant, François Bayrou, Mitterrand, on peut même citer Babar, alors là vous y revenez beaucoup d'ailleurs dans l'heure du temps. Serviteur utile ou inutile ? Babar n'est pas un serviteur, Babar est la figure imaginaire d'un pouvoir bienveillant, alors que, comme on sait dans l'Évangile, le pouvoir ne l'est pas. Il l'est d'ailleurs à aucun moment. Les récits de la tentation mettent en scène un diable, enfin un Lucifer, qui vient dire au Christ, si tu m'adores, je te donnerai les royaumes de la terre. Ce qui suppose, par contrario, que les royaumes de la terre lui appartiennent. Et après tout, il y a une manière très simple de lire les récits de la Passion, qui consiste à dire que, qu'est-ce que c'est les passions ? Le récit de la Passion, c'est la mort du juste, mort par une décision du pouvoir politique, elle-même dictée par la lâcheté, aux applaudissements de la foule, c'est-à-dire avec un fondement démocratique, et sur une requête d'ailleurs mal formulée des autorités religieuses de l'époque, qui sont toutes les mêmes, les autorités religieuses, à travers le temps. Eh bien, sous ce rapport, le récit de la Passion est donc un récit à la fois incroyablement critique de toute forme d'organisation, et un récit en même temps profondément libérateur.
Et alors pour les autres figures que nous avons pu citer politiques, serviteur utile ou inutile? Parce que quand on vous lit, par exemple, c'est elle qui nous nourrit, le titre du poème, ça finit comme ça. La France est notre mère, moraliste et putain, et les joies d'outre-mer m'ont rendu calotin. Bon, le jour du jugement, ce sera le bordel, les années Mitterrand revivront dans le ciel. Oui. Alors, première question, Mitterrand utile ou inutile? Et en deuxième question, on s'adresse à l'académicien, quel est l'emploi de la langue que vous voulez faire? Alors, si vous voulez, là, en fait, mais ça, c'est pas pour porter un jugement sur, parce que le jugement qu'on peut porter sur les gouvernants d'hier ou d'aujourd'hui n'est pas très important, mais c'est pour plutôt manifester cette chose que tout exécutant d'une politique publique, et ici, en l'espèce, quand je dis les joies de l'outre-mer m'ont rendu calotin, tout exécutant militaire d'une politique publique a pu ressentir. C'est-à-dire qu'au sommet, il y a des types là qui se promènent avec des gyrophares et qui décident de choses, et puis à la fin, il y a le sergent-chef Tartemol avec ses copains et son sac sur le dos qui se demande s'il doit passer à droite ou s'il doit passer à gauche. Et rien de ce qu'il voit concrètement dans l'action qu'il est en train de mener, que ce soit en Afghanistan, au Mali, au Rwanda ou que sais-je, n'est de nature à le satisfaire en tant qu'homme. Il le fait pour ses camarades, il le fait parce qu'il doit le faire, il le fait parce qu'il s'y est engagé. Il le fait parce qu'il a l'idée que des gens plus intelligents que lui, au-dessus, prennent des décisions intelligentes. Mais dans le cas particulier, il ne s'agit jamais de défense du territoire national, ou en tout cas la coïncidence peut être absolue entre ce qu'on doit faire et ce qu'on fait. Il s'agit de choses beaucoup plus compliquées. Et dans ces choses beaucoup plus compliquées, il mesure l'abîme qui sépare les grands raisonnements d'une réalité souvent assez cradingue. Et c'est pour ça que je parle avec ironie des joies de l'outre-mer, et que j'imagine que les années Mitterrand seront jugées comme les autres, mais qu'en tout cas peut-être ceux qui échapperont au jugement seront ceux qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour préserver leur intégrité personnelle au milieu de ces actions qui souvent n'étaient pas glorieuses. Vous savez, j'ai participé à des opérations extérieures, toutes les opérations extérieures auxquelles j'ai participé, en réalité, où des gens sont morts, ou le contribuable a exposé de l'argent, oui. Toutes ces opérations ont connu des échecs lamentables. C'est l'Afghanistan, par exemple. L'Afghanistan, qui m'a personnellement beaucoup marqué, oui. Et qui quand même s'est terminé par un échec effarant. Bon. La politique africaine de la France, qui s'est terminée par notre sortie sans gloire du Mali, en attendant d'autres pays, après des années et des années d'investissement, d'atermoiement, de sacrifices, de choses de ce genre. C'est quand même assez frappant. Et en fait, ce poème, de manière sarcastique, en porte la trace. Je reviens quelques années en arrière, 89, cette discussion avec Jean d'Ormesson. Vous lui demandez, donc vous revenez sur les malheurs de la France, vous lui posez cette question. Les malheurs passés de la France sont incontestables, mais croyez-vous pour autant à la décadence? Vous avez annoncé quelque part le temps des pantoufles d'un immense reflux de l'ambition. Que voulez-vous dire? Et Jean d'Ormesson vous répond, c'est une question très difficile. Prenons d'abord le très court terme. Qui vise la phrase dont vous parlez? Là, je n'ai guère de doute, De Gaulle. C'était tout de même autre chose que Giscard, Pompidou, Mitterrand, Barre ou Chirac. La tontolâtrie est une évidente imposture. Mitterrand n'a pas été l'adversaire de Gaulle parce que De Gaulle n'avait tout simplement pas d'adversaire à sa taille. Mitterrand lui a mordillé les chevilles, rien de plus. L'histoire de l'après-guerre, pour nous Français, est dominée par De Gaulle et par lui seul. Et Mitterrand est plus loin de lui qu'il n'est proche de tous les autres. Nous n'en parlons d'ailleurs que parce qu'il est président, et que les Français, qui sont restés un peu monarchistes, ne détestent pas de voir la République s'incarner dans un seul homme. Mais franchement, et sans doute en reparlerons-nous, je crois que François Mitterrand, sauf peut-être s'il réussit à faire l'Europe, mais y réussira-t-il, sera plus vite oublié qu'il ne le pense. Il n'est pas notre De Gaulle, il suit l'histoire, quelquefois avec talent, il ne la fait pas. Alors évidemment, on retrouve la posture d'un d'Ormesson opposé, grand opposant à Mitterrand, oui, adversaire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Alors cela dit, c'est assez frappant ça, parce que j'ai pas lu le livre depuis longtemps, et je suis quand même très frappé par un ton qu'on n'entend plus, c'est-à-dire, voilà un homme respectable, membre de l'Académie française, absolument installé, pape des lettres, qui étant mort a fini par avoir son hommage national, oui. Et qui s'exprime dans ce passage que vous venez de lire avec une brutalité invraisemblable oui. À l'égard d'un président de la République en exercice, oui. Et même de ses prédécesseurs, y compris Giscard ou Pompidou, avec lesquels il était lié par ailleurs. Oui. C'est extrêmement rare. C'est très très rare parce que, en fait, nous oscillons en ce moment, en fait, de manière contemporaine, entre une espèce de rage quand on critique le pouvoir politique, soit d'assentiment veule, soit de rage puérile.
C'est soit l'un soit l'autre. Oui. Mais lui, il échappe tout à fait à tout ça. Oui. Et quand on l'entend, je trouve ça extrêmement... La dureté de son ton est extrêmement... Et la liberté dont il use est extrêmement frappante. Écoutez, ça nous emmènerait extrêmement loin. Il est clair que... oui, ça c'est sûr qu'on ne vit pas à l'époque du général, mais peut-être que Malraux avait raison aussi. Peut-être que que l'absence de cette ivresse de la grandeur ou de cette passion qui mène à l'adhésion nationale, peut-être que tout ça est très antérieur à l'aventure gaulliste, que la disparition de tout ça est très antérieure à l'aventure gaulliste, et que l'aventure gaulliste n'a fait que l'occulter ou le masquer. Il y a un passage, si je me souviens bien, dans les chaînes qu'on abat de Malraux, où Malraux dit que De Gaulle n'aura fait que porter à bout de bras le cadavre de la France pour faire croire qu'elle était encore vivante, ce qui est une phrase extrêmement dure. Mais c'était aussi la réponse de Gaulle à Cassin, quand il demande « Que dois-je écrire, mon général ? Est-ce que ce sont une troupe de soldats réfugiés en Angleterre ?» Où il lui répond « Nous sommes la France. » Oui. Donc alors, il y croyait. C'est sûr qu'il y croyait. On ne peut pas entreprendre ça sans y croire. On ne peut pas entreprendre ça sans y croire, mais la pensée de Malraux, qui était très pessimiste, se dire au fond, en fait, il a caché une formidable démission collective, qui était peut-être la conséquence de l'effroyable hécatombe de 14-18, la crise morale et politique très profonde de l'élite que Marc Bloch décrit dans L'étrange défaite, qui a mené tout droit à Vichy et aux abandons de la collaboration. Et en réalité, De Gaulle, comme un personnage miraculeux, est venu effacer, en quelque sorte, par la geste gaulliste, un tableau noir ineffaçable, pour le remplacer par un récit presque imaginaire. Parce que, en réalité, et Dieu sait s'il y a peu de figures auxquelles je sois autant attaché en politique qu'à celle du général de Gaulle, il n'a pas plus fait l'histoire que Mitterrand. En réalité, la France a dû sa libération aux immenses sacrifices du peuple russe et à la décision des États-Unis de finalement rentrer dans la guerre parce qu'ils avaient été attaqués à Pearl Harbor. De Gaulle d'ailleurs le voit très bien parce que De Gaulle est un réaliste. Le 18 juin, il ne dit pas comme un maboule réfugié sur le mont Tabor, on va lutter jusqu'au dernier parce que l'honneur l'exige. Il dit je regarde la situation. Et j'en conclus qu'un jour, une force mécanique supérieure l'emportera, c'est-à-dire la force des États-Unis d'Amérique en réalité, la force du monde anglo-saxon. Il le voit extrêmement bien, et c'est cette force-là qui a fait l'histoire. À l'intérieur de cette force qui faisait l'histoire, De Gaulle a maintenu vivante une flamme de l'honneur français qui est devenu notre bien le plus précieux, mais qui est un bien également assez imaginaire au fond. Alors pour vous, cet épisode, on va dire, de la période de Gaulle est un ricochet avant que le caillou ne sombre dans les flots, ou c'est un exemple pour peut-être nos politiques d'aujourd'hui de croire réellement à cette politique que nous essayons de mener. Moi je crois que c'est un exemple à suivre. Maintenant, les moyens de suivre cet exemple... je ne suis pas fort politicien, et puis je pense qu'il y a des tas de questions qui se posent, ce sont des questions institutionnelles, économiques, il faudrait remettre certainement en ordre le pays. C'est pas pour rien que De Gaulle, à la fois, rétablissait les finances du pays et en même temps voulait quitter, au moins partiellement, l'Alliance Atlantique. Ça, le défaut de la classe politique qui nous gouverne depuis 20 ou 30 ans, c'est de penser qu'on peut tout faire à la fois sans rien faire. L'esprit de décision de Gaulle était tout à fait différent, mais personnellement, je pense qu'il avait raison quand il écrit, vous vous souvenez des dernières pages des mémoires de guerre qui sont « Afin que ce que j'ai fait demeure pour jamais une source d'ardeur nouvelle après que j'aurai disparu ». C'est exactement ça dont il parle. Maintenant, nous vivons sans doute une époque un peu plus plate, mais je ne suis pas du tout sûr que cette époque soit définitivement plate. Elle n'est pas forcément plate quand on vous entend... notamment défendre certains points à l'Académie française. Oui, elle est pas plate, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que la différence entre nous et la génération précédente, et d'une certaine manière, je n'appartiens pas à la génération précédente, mais je suis le fils des gens de la génération précédente. Oui. Donc, né 12 ans après la Deuxième Guerre mondiale, quand même, le souvenir de tout ce qui s'était passé est quand même encore assez vif dans mon esprit. La différence entre notre génération de Français et la génération précédente, c'est que nous n'avons jamais eu l'occasion de mesurer les conséquences des erreurs politiques. Jamais. Vous prenez les mauvaises décisions entre 38 et 40, à la fin, la Wehrmacht défile sur les Champs-Élysées. Là, ça fait 20 ans qu'on s'abstient de prendre quelques décisions que ce soit, qui soient un peu structurantes. Il n'en résulte rien. Les Français ne sont pas envahis par une puissance étrangère, ont certainement des difficultés à vivre. Mais ces difficultés ne prennent pas le tour cataclysmique qu'elles ont pris récemment pour des pays comme la Grèce.
Et les peurs que nous avons sont des peurs d'anticipation. Nous craignons le réchauffement climatique, nous le craignons comme quelque chose qui pourrait arriver, nous craignons une guerre européenne à cause de l'Ukraine comme quelque chose qui pourrait arriver, mais qui n'est pas encore là. Et je pense que la très grande différence entre notre classe politique et la classe politique d'avant, c'est que ni la classe politique actuelle, ni d'ailleurs les Français d'aujourd'hui n'ont jamais eu l'occasion de mesurer les conséquences des erreurs politiques. Je reviens sur justement les politiques. Nous sommes encore dans la chanson de Passavant. Passavant des baleines hors du monde. Après 20 semaines, il descendit des monts Mabla, pur de toute mélancolie. Le seul Français qui ne connut pas Sarkozy, une caravane de légionnaires, ayant fumé, s'étant baigné dans l'herbe courte et chaude, ayant aimé les arbres jaunes qui déchirent les flancs des bêtes, s'étant reposé, le reconnut pour un homme dangereux, et par pitié le mena au camp d'Arta pour qu'il prît soin de sa santé. Il pesait son poids de figues sèches et regardait de travers les belles infirmières. Donc là, au détour, nous avons Monsieur Sarkozy qui arrive. Je me suis demandé si à vous lire, parfois, ce n'était pas une poésie subversive. Non, elle n'est pas subversive. Enfin, elle n'est subversive que dans la mesure où elle prend ces figures historiques mineures, Sarkozy, Hollande, etc., que comme comme des occasions de vie quotidienne. C'est-à-dire que je parle de Sarkozy comme je parlerais, je sais pas quoi, moi, des savons Palmolive, ou de quelque chose dont j'aurais vu l'affiche sur un mur, ou de Panasonic, ou de n'importe quoi de contemporain. Alors, comme effectivement, la présidentialisation a fait que les noms des présidents de la République nous sont beaucoup plus connus qu'ils ne devraient l'être dans un système simplement mûr et normal, eh bien évidemment, voilà, Sarkozy, mais j'aurais pu remplacer Sarkozy par Lynn Renault, Johnny Hallyday ou... vous citez Johnny d'ailleurs. Je cite Johnny ou Aya Nakamura, enfin je veux dire, tout ce dont l'actualité se nourrit est quelque chose que j'aime, enfin qui pour moi fait partie de la poésie du monde. Voilà. Alors parmi la poésie du monde, d'autres personnages... sont cités. Alors, il y a Roublev, évidemment, c'est un nom d'emprunt. On pense évidemment au film de Tarkovsky sur le saint éponyme orthodoxe de la Trinité. Il y a Degnaud, évidemment. Il y a Marie-Madeleine, il y a Bulgakov, André Breton en a parlé, il y a Tintin. Il y a Rimbaud, Cousteau, Romain Gary. Et puis, j'ai aussi noté le colonel Collet des Tcherkesses. Alors là, bravo, parce que on le sort de l'oubli. Le colonel Collet, beaucoup l'ont oublié. Alors oui, il est partiellement traité d'ailleurs dans un livre magnifique que je recommande également parce que le plaisir de ce genre d'émission, c'est de pouvoir recommander les lectures, qui est La règle de l'homme de Joseph Kessel, qui met en scène le sergent Hippolyte, figure qu'on retrouve assez souvent dans le livre de Kessel, notamment dans un récit magnifique sur la nuit de Noël, dans Tous n'étaient pas des anges, qui met en scène donc le sergent Hippolyte et son chef, qui se révèle être le capitaine Collet, le chef des Tcherkesses, dont on peut voir d'ailleurs... Ceux de nos auditeurs qui feraient le voyage de Paris et qui décideraient d'aller au musée de l'armée peuvent voir dans la salle où il y a tous les drapeaux, notamment les drapeaux des régiments dissous. Il y a un magnifique drapeau qui est un étendard, en fait, c'est un groupe de cavalerie. Il s'appelle Groupement des escadrons tcherkesses, c'était celui de Collet. Un étendard vert avec inscrit en français et en écriture koufik, le paradis est à l'ombre des épées. Alors, puisque nous sommes on va repartir dans une direction spirituelle, puisque nous parlions des rencontres, on va citer également Hesychius de Battos. Alors, nous sommes dans ce livre, donc à la recherche du royaume d'Elisabeth Barthes, parce qu'elle le cite également. Elle écrit « Si les sonars et les calculs permettent aujourd'hui de mesurer la profondeur des gouffres, ceux-ci n'en demeurent pas moins invisibles, inaccessibles. Dans le poème Père du désert et de l'océan, François Sureau convoque Hesychius de Battos, mystique orthodoxe, l'un des auteurs de la Philocalie des pères neptiques, si chère à Cristina Campo. Alors on trouve Hesychius de Battos, on trouve également Ruysbroeck. Elle écrit ceci... Une telle poésie est sans doute le fruit du cheminement spirituel accompli par François Sureau, en particulier dans l'écriture d'Inigo et Je ne pense plus voyager. Esprit libre, indifférent aux pressions idéologiques de notre temps, cet écrivain annonce la renaissance d'une parole poétique désarrimée des conventions esthétiques, des illusions, de l'idolâtrie dominante. Et qui est d'abord d'ailleurs, c'est très gentil à elle d'écrire ça évidemment, et qui est d'abord l'idolâtrie du moi. Oui. C'est-à-dire que et ça n'est pas de ma part une position morale, c'est vraiment une sorte de position existentielle. Je suis frappé de voir le point auquel une partie assez considérable de la production contemporaine, que ce soit l'autofiction, des choses de ce genre, tombe en tombant dans l'idolâtrie du moi, dans le culte de cette idole peinte, douloureuse ou pas,
en réalité, s'interdit un véritable accès au monde. Et pour le coup, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Les Écus de bateau, il y a un passage absolument magnifique sur... de manière générale, d'ailleurs, la Philokalie de la prière du cœur, enfin la Philokalie hyperneptique, c'est une compilation, vous savez, qui est due à des auteurs essentiellement russes, et qui reprennent les grands auteurs de l'Église orthodoxe. On retrouve un peu le pèlerin russe, quoi. Voilà, alors en fait, le pèlerin russe pèlerine avec la Philokalie en poche, quoi, en réalité. Alors, il y a la petite Philokalie qu'on peut mettre dans sa poche, puis il y a la grande Philokalie qui, elle, est plus difficile à lire, enfin plus volumineuse en tout cas. Ça m'a fait penser, parce que j'adore les digressions, quand je travaillais sur Blaise Cendrars, je me suis aperçu que Blaise Cendrars, dans un livre, explique que il se promenait partout, un de ses biographes explique qu'il se promenait partout avec la grande patrologie de Migne. Alors je trouve ça assez fascinant, enfin, et alors j'en parle à Michel Zinc, le médiéviste, et Michel Zinc me dit oui, je vois que vous avez mis ça dans votre livre, c'est quand même un peu étrange, vous auriez pu vérifier, parce que la grande patrologie de Mine doit faire 55 volumes, donc on n'imagine pas Cendrars se balader avec un sac à dos contenant 55 volumes de patrologie, et on s'est mis à imaginer ce qu'il avait fait avec la patrologie de Migne. Alors on s'est dit peut-être qu'il a découpé des passages les plus intéressants, puis qu'il les a collés dans un petit livre qui aurait été une patrologie purement sandrartienne. La Philokalie, c'est exactement pareil. Il y a Ézéchius de Bathos qui compare l'esprit à un dauphin sur les flots de la conscience, c'est absolument magnifique. Et puis cet immense auteur qui a souvent été jugé presque hérétique, qui est Isaac le Syrien, oui. L'auteur des discours ascétiques, et qui a été jugé hérétique parce qu'on le pensait disciple de l'apocatastase, c'est-à-dire on pensait que c'était un homme qui pensait qu'en réalité il n'y avait pas d'enfer, à peine un jugement dernier, et que le péché n'existait pas vraiment, parce qu'il était susceptible d'être recouvert à tout moment par la miséricorde divine. Toutes les fautes, tous les blasphèmes ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan de la miséricorde de Dieu. Il y a tout un côté extrêmement réconfortant dans la lecture de ces auteurs. Et pourtant, le Christ revient lui-même sur le péché indescriptible de commettre un écart envers le Saint-Esprit. Voilà, c'est le seul d'ailleurs. C'est le seul. Tout sera remis, toute faute, tout blasphème sera remis aux enfants des hommes, le seul qui ne sera pas remis, ça. Je ne sais pas ce que signifie le péché contre l'esprit. D'ailleurs, des milliers de pages de commentaires ne m'ont pas davantage éclairé sur ce point. Je pense qu'en réalité, en tant que l'esprit est verbe et que l'esprit est créateur, le péché contre l'esprit est probablement le désespoir. Mais au sens où le désespoir absolu, le désespoir radical, le désespoir total. Et quand on dit que quand il est dit dans l'Écriture que ce péché ne comporte pas de pardon, ça ne veut pas dire qu'un Dieu universellement bon jugerait que parce que vous avez été capable de ce péché, eh bien vous devez être puni en quelque sorte, ce qui serait une représentation puérile du jugement de Dieu, mais bien plutôt que dans la mesure où ce désespoir serait absolu, vous êtes infligé vous-même, par votre liberté, une peine que Dieu lui-même ne peut pas changer. Ne peut pas changer. Voilà, ce qui est d'ailleurs une perspective terrifiante d'une certaine manière. Oui. Puisque nous arrivons au terme de cette émission, donc nous avons des rencontres, nous avons des voyages, nous avons des maîtres ici, donc Ézéchius de Bathos et Ruysbroeck. Il y a aussi des morts, je pense, sur les bords de tout, vous y revenez. Nous sommes page 26. C'est la fin du poème, intitulé « Adieu aux Serbes ». J'ai refermé sur nous la porte des mensonges au pied des rochers d'Amorgos. Je n'y croirai plus et je veux des vacances, que d'autres aillent mourir, et pour moi, c'est Patmos. Où je rêve éveillé aux rêves qui nous rongent, dans la grotte où l'aimé, avec un gras majuscule, il faut préciser, écrivit ses silences. Je ne sais où tu es, mon ami Passavant, mais je dois t'avouer que je pleure souvent. Alors évidemment, je vais faire un raccourci peut-être facile, mais est-ce qu'à ce moment-là, vous pensez aussi à ravir Ibarrategui ? Je pense à tous ceux qui... je pense à tous ceux, en réalité, qui ont... à tous les autres, d'ailleurs, aux amis, aux soldats, aux gens de ma famille, et même à ceux que je n'ai pas connus, qui partagent, au fond,
cette sorte d'immense incertitude de la destinée qui est au fond ce qui me fait écrire, dans l'espoir peut-être fou de m'en accommoder. Voilà, restons prudents. Et pour finir, peut-être quelques vers. Nous sommes à Voiron, dans la chanson de Passavant. Un jour, je rejoindrai Passavant, chez les Chartreux, où il m'attend, dans la montagne, en haut des champs, loin des flots turbulents, là où montent vers le nord des souvenirs de terre humide et de remords. Là-bas, la croix ne porte pas d'ombre. Là-bas, rien n'est sombre. Là-bas, la nuit est si claire qu'on pourrait la boire. Là-bas, on n'est jamais seul quand il faut écouter la merveilleuse histoire. C'est une histoire qui rejoint le vivant avec un petit ou un grand V. Absolument. Et l'essentiel est de l'entendre dans les statuts. Il y a deux choses qui... J'ai vécu pendant des années dans le souvenir ou la présence lointaine de la Chartreuse avec des auteurs aussi extraordinaires qu'Augustin Guirand, l'auteur de Au seuil de l'abîme de Dieu, ou Porion, Jean-Baptiste Porion, qui est l'auteur de ces petits livres, vous savez, Amour et silence, oui. Trinité et vie surnaturelle. Les Chartreux dont etc. on a connu les noms d'auteurs après, des décennies après leur mort. Et vraiment, la Chartreuse, voilà, toujours diffusé pour moi une lumière incroyablement réconfortante. Il faudrait décrasser le mot de consolation de ce qu'il a d'un peu puéril pour mesurer l'étendue de ce sentiment. Quand on va sur le site de l'Ordre des Chartreux, alors il y a quelques citations de la règle qui est avec cette citation, enfin de la règle, c'est pas une règle, enfin du coutumier de Guigues, mais avec cette citation de la lettre de Bruno de Cologne à Raoul Levert, qui est ce que l'esprit apporte à ceux qui désirent se retirer dans le silence. Ceux-là seuls le connaissent, qui en ont fait l'expérience. Et puis sur le site, on a cette phrase que j'aime énormément, qui fait un peu référence à ce que disait Elisabeth Barr dans les passages que vous avez cités. Bienvenue sur le site de l'Ordre des Chartreux. Vous ne trouverez ici rien, ou presque rien, de ce que le monde aime. Pas même le souci d'être différent. Les Chartreux, vous avez fini d'ailleurs votre dernier livre. Et dernière question, comment avez-vous trouvé ce prénom, le Patrocle Passavant des baleines? Alors Passavant parce que c'est le Passavant qu'il y a sur un bateau, des baleines parce que c'est le phare des baleines, la baleine, ça me plaisait la baleine, et puis Patrocle parce que c'est l'ami d'Achille, et que Patrocle est mon ami.